Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet, un site et un podcast indépendant. Je suis Anne Greff et je vous propose des interviews autour des thèmes environnement, culture et droits humains. Cet épisode de So Sweet Planet est consacré à un livre qui m'a enthousiasmé, La biodiversité en infographie de Tatiana Giraud aux éditions Tana. Plus de 200 schémas, cartes et graphiques avec des couleurs, accompagnés de textes bien sûr, nous permettent de visualiser en un clin d'œil les enjeux liés aux écosystèmes. Pour nous en parler, je reçois Tatiana Giraud, chercheuse en biologie évolutive, directrice de recherche au CNRS à l'université Paris-Saclay et membre de l'Académie des sciences. Bonjour Tatiana Giraud. Bonjour Anne. Très heureuse de vous recevoir sur So Sweet Planet. J'ai adoré ce livre vraiment parce qu'il explique de façon limpide, accessible déjà ce qu'est la biodiversité, parce que c'est un mot finalement assez... On a l'impression que c'est assez galvaudé, mais finalement c'est peut-être un peu fourre-tout aussi, on ne sait plus trop et peut-être qu'on n'a jamais bien su d'ailleurs exactement tout ce que ça comprend, puisque finalement ça comprend tellement de choses. Donc il explique tout ça de façon très accessible, il explique aussi l'importance de cette biodiversité, les enjeux de la perte de biodiversité, et surtout quelque chose qui, je trouve, manque beaucoup pour que l'on avance enfin vraiment, puisqu'il y a urgence, c'est que ce livre, grâce à toutes ces infographies, à tous ces dessins, nous permet de bien comprendre les liens de cause à effet qui se jouent dans cet extraordinaire monde du vivant, parce que c'est pas juste des chiffres, des graphiques, c'est aussi faire prendre conscience que ce monde du vivant est tellement extraordinaire par sa façon de fonctionner, par son côté exceptionnel dans la façon dont il se maintient. Donc tout ce monde du vivant dans lequel nous, humains, nous inscrivons et ça nous permet aussi de bien comprendre cette merveilleuse interdépendance qui nous lie tous les uns aux autres. Croire que l'on peut nous les humains se soustraire à cette interdépendance qui nous relie aux autres organismes du monde vivant, c'est scier la branche sur laquelle on est assis, c'est suicidaire. Donc on va essayer de bien comprendre pourquoi, comment. Et en visualisant cette merveilleuse interdépendance, ce livre nous aide à élargir notre compréhension de tous ces écosystèmes. Comme le dit la climatologue Valérie Masson-Delmotte dans sa préface de ce livre, les évaluations scientifiques, les politiques publiques fonctionnent encore trop souvent en silos, séparant les stratégies de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, d'adaptation au changement climatique et de préservation des écosystèmes et de la biodiversité. Et vous écrivez dans l'avant-propos, comprendre également à quel point nous sommes dépendants de la biodiversité et d'écosystèmes fonctionnels pour notre bien-être, mais aussi notre survie, est fondamental pour prendre la mesure des catastrophes qui nous attendent si nous n'agissons pas rapidement. Et vous dites aussi, l'effondrement des populations s'accélère. Si le nombre d'espèces actuellement éteintes n'est pas encore catastrophique, le rythme de leur disparition est pire que lors de la dernière extinction de masse sur Terre qui a vu disparaître les dinosaures et 70% des espèces de la planète. C'est précisément ce rythme qui est inédit. Oui, c'est ça. Il y a déjà eu 5 extinctions de masse par le passé, dont celle au Permien, où là, vraiment 90% des espèces de la planète ont disparu. La dernière au Crétacé, où les dinosaures ont disparu et 3/4 des autres espèces. Mais là, ce qui est, si on regarde le nombre d'espèces qui a disparu, on n'est pas encore dans une extinction de masse similaire, mais le rythme de disparition des espèces est 10 fois, 100 fois supérieur, suivant les groupes, à celle de la dernière extinction de masse. En particulier les batraciens, par exemple, toutes les grenouilles, les crapauds, ils disparaissent à un rythme qui est 160 fois plus grand qu'à la dernière extinction de masse. Donc on se dit on entre dedans. Oui, et ça, donc, c'est ce qui permet de dire aussi le fait que ce rythme soit inédit dans l'histoire du vivant, que des extinctions en tout cas, de ce que l'on en connaît, c'est ce qui permet, ce rythme inédit, de pointer la responsabilité de l'humanité dans la dégradation, enfin d'une partie de l'humanité on va dire.
Effectivement, quand on regarde sur différents continents, la disparition des grands mammifères, s'est pas produit aux mêmes périodes, mais systématiquement, c'est quand l'homme est arrivé, l'être humain est arrivé sur le continent en question. Donc déjà, il y a une co-occurrence de l'être humain et de la disparition des espèces. Et surtout, on peut faire des études expérimentales, des associations corrélatives statistiques qui démontrent quelles sont les causes de disparition de la biodiversité. Et clairement, c'est les activités humaines, le dérèglement climatique, la destruction des habitats naturels et les pesticides principalement. Oui, parce que cet anéantissement du vivant, vous dites que c'est la conséquence de 5 grands facteurs anthropogéniques, donc causés par les humains, combinés. Alors, peut-être qu'on peut déjà citer les 5, là vous en avez cité 3, je crois. Oui, donc il y a aussi la surexploitation, notamment en mer par exemple, où on prend plus de poissons de plus en plus avec des techniques invasives qui raclent tous les fonds sous-marins, avec les chaluts. Oui. Et il y a aussi les invasions biologiques, le fait les activités humaines transportent parfois intentionnellement ou non intentionnellement des espèces sur des nouveaux continents qui parfois peuvent mettre en danger des espèces natives parce qu'elles sont écologiquement plus dominantes, elles échappent à leurs prédateurs ou simplement parce que c'est des pathogènes. Les batraciens dont on parlait, les grenouilles et les crapauds qui disparaissent à un rythme effarant, c'est à la fois le réchauffement climatique, les pesticides, mais aussi un champignon pathogène envahissant qui se répand à toute vitesse sur la planète et qui est capable de faire mourir la plupart des espèces de crapauds et de grenouilles. Oui. Dans la première partie, la partie 1, intitulée « Qu'est-ce que la biodiversité ?», vous écrivez que l'on a souvent une vision fausse de la biodiversité et que ça a de graves conséquences sur la manière dont on traite la biodiversité et sur les mesures que l'on met en place pour la préserver. C'est-à-dire, quelle est cette vision fausse ? Souvent, quand on parle de biodiversité, on a dans l'imaginaire collectif des gros animaux charismatiques, le panda, le tigre, le lion, l'ours polaire qui vont disparaître. Alors c'est vrai, mais la biodiversité est immensément plus riche. Donc, déjà, ça oublie tous les micro-organismes qui sont pourtant essentiels à toute la fertilité des sols, à toute la purification de l'air et de l'eau. Si on regarde l'histoire évolutive du vivant, et si on regarde leur répartition en lignées, un peu en grande famille, les végétaux, les animaux, c'est vraiment 2 petits rameaux terminaux dans l'arbre et dans l'histoire du vivant. La plupart des lignées évolutives, c'est des micro-organismes, des bactéries, des champignons, des protistes, aussi en abondance, en biomasse, si on regarde comment se répartit les groupes d'êtres vivants sur Terre. Ça, c'est intéressant, ces infographies. C'est très surprenant d'ailleurs pour le commun des mortels comme moi qui n'imaginais pas du tout la répartition des biomasses donc, de tous ces groupes d'espèces, ou je ne sais pas exactement comment les appeler, mais c'est assez impressionnant, oui. Voilà, c'est les plantes qui sont majoritaires en poids, en biomasse. Oui. Et effectivement, on a une vision un peu biaisée. Souvent, quand on regarde un paysage comme ça, on regarde le paysage, on fait presque abstraction du végétal. Et on regarde que les animaux, les oiseaux, les vertébrés, les mammifères qui vont se promener dans ce paysage. Alors que si on regarde vraiment le paysage, on s'aperçoit à quel point les arbres, les herbes, les fleurs sont importants en biomasse. C'est et puis toute la nourriture primaire des grandes chaînes trophiques. Donc c'est à la fois écologiquement essentiel, ça représente une masse sur Terre très importante. On peut aussi se représenter le vivant, donc il y a soit donc en biomasse, en ligne évolutive, aussi en nombre d'espèces. Et même là, les mammifères, c'est ridicule. Même chez les animaux, la plupart des espèces sont regroupées chez les insectes, chez les coléoptères. Donc on a une vision vraiment très biaisée, principalement presque mammifère, de la biodiversité. Alors c'est important parce que déjà on va pas investir autant pour préserver d'autres groupes qui sont pourtant essentiels à notre bien-être. On y reviendra. Et puis surtout, c'est une vision un peu en collection de timbres où on imagine quelques gros animaux par-ci par-là. Et donc si on se dit il faut les préserver, on peut les mettre dans des eaux.
on peut essayer de les mettre dans des enclos, on va se dire ils vont être préservés. Alors qu'en fait, la biodiversité, c'est des interactions entre plein d'espèces, et une espèce, elle se maintient pas toute seule en dehors de son milieu. Une forêt, par exemple, un arbre, une forêt, c'est pas juste des arbres plantés dans le sol, c'est des associations entre des champignons et des arbres. Les 3/4 des arbres peuvent pas pousser sans une association avec un champignon symbiotique. Ils peuvent pas survivre ou persister sans leurs pollinisateurs, sans leurs disperseurs de graines, sans les champignons qui vont recycler la matière organique. Et donc, on peut pas préserver des espèces comme ça, isolées des autres. Et donc, quand on comprend ça, on se dit, oui, c'est les écosystèmes entiers qu'il faut préserver et en suffisamment bonne santé. Donc cette première partie nous explique donc à chaque fois on a des doubles pages thématiques, je détaille pour nos auditrices et auditeurs, et pour petit à petit aussi leur donner envie, parce que là on va en dire beaucoup, mais on va surtout, j'espère, donner envie, comme souvent, je reçois souvent des messages après de personnes qui me disent « je viens de commander le livre, j'adore », parce que ça nous apporte, ça nous enrichit vraiment, et puis c'est vraiment sur des sujets qui nous concernent toutes et tous. Donc, cette première partie nous explique avec des doubles pages thématiques et des infographies ce qu'est cette biodiversité, ce qui la constitue, la place qu'elle occupe sur notre planète, comment elle fonctionne. Sa complexité est rendue accessible, par exemple, la partie sur les micro-organismes, invisible mais indispensable, qui grâce aux nombreuses infographies nous permet de comprendre les cycles, les interactions, les interdépendances et comment chaque organisme individuel dans le monde vivant s'inscrit dans un grand système collectif. Par exemple, les sols. Le sol est l'un des plus grands réservoirs de biodiversité, mais nos sols sont de plus en plus pollués et surtout ils deviennent stériles. Donc nous devrions prendre plus soin de nos sols et de la vie qu'elle contient et nous abstenir d'y déverser toutes les choses qui lui nuisent. Pourquoi cette vie des sols est si importante ? Pour plusieurs aspects, en particulier, c'est absolument essentiel à la fertilité des sols. Tous les micro-organismes qui vont décomposer la matière organique, c'est vraiment ça qui fait une fertilité des sols. Ces nutriments qui vont être accessibles à la vie, et notamment aux plantes qu'on va cultiver, mais aussi aux plantes naturelles, les petits vers de terre qui vont aérer le sol et faire plein de galeries. Donc il y a toute une vie dans les sols, et notre agriculture intensive actuelle est en train de tuer toute cette vie. Et donc, à court terme, on met plein d'engrais, on met plein de pesticides, donc on arrive localement, momentanément, à produire un peu plus, mais c'est aux dépens à moyen terme, on pourra presque plus rien faire pousser s'il y a plus de recycleurs de matière organique, ou d'organismes qui sont capables de remettre de l'azote dans le sol, s'il y a plus de pollinisateurs d'insectes volants. Donc, c'est vraiment une mauvaise idée de cette agriculture intensive qui veut de la performance à court terme, oui, aux dépens de notre survie à moyen terme. Oui. Et puis on booste artificiellement, mais c'est pas infini, parce qu'on voit bien que le nombre de problèmes que ça cause finit par rattraper les quelques avantages que l'on croyait au départ gagner. Donc on va en reparler un petit peu aussi tout à l'heure. Dans la deuxième partie intitulée « Un équilibre dynamique », vous nous décrivez ces prodigieux équilibres qui maintiennent l'ensemble de la biodiversité. Vous écrivez en introduction de cette partie « La biodiversité est tout le contraire d'une collection de timbres », c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Elle doit sans cesse évoluer pour persister face au changement de l'environnement ou des autres espèces. Et une espèce donnée dépend de l'abondance de centaines d'autres espèces. On ne peut pas préserver une espèce sans conserver à la fois son habitat et les autres espèces avec qui elle interagit. La biodiversité est un vaste réseau d'interactions dynamiques. Que des espèces s'éteignent et que d'autres apparaissent, donc ça fait partie de l'évolution, une évolution continue. Qu'est-ce qui bug alors aujourd'hui ? Pourquoi cet équilibre dynamique est vacillant et compromis ?
Parce que, en fait, à cause de ces 5 causes dont on parlait, c'est ces 5 types d'activités humaines qui menacent cet équilibre en faisant s'effondrer les populations. Et donc, cet équilibre dynamique, donc, c'est le fait que les espèces évoluent en permanence, s'adaptent à des changements, par exemple, s'adaptent à leurs pathogènes qui eux-mêmes évoluent. On a vu avec le Covid que les pathogènes évoluent très vite, et donc les hôtes, en réponse, sont sélectionnés aussi pour être résistants et s'adaptent. Mais ça, on sait depuis Darwin que sans diversité à l'intérieur des populations, on ne peut pas s'adapter. Parce que la sélection naturelle, c'est un tri parmi la variation qui existe. Or, ce qu'on s'aperçoit actuellement, et donc au-delà des extinctions dont on a parlé tout à l'heure et des vitesses d'extinction qui s'accélèrent, ce qu'on observe actuellement, c'est que les activités humaines font s'effondrer les populations, les nombres d'individus par population, leur abondance. Par exemple, les insectes, la biomasse des insectes globalement volants s'est effondrée des 3/4, même dans les zones naturelles, ou de 90% dans les zones agricoles. Et ça, c'est principalement dû aux pesticides qu'on répand partout dans les champs. Or, plus ces populations s'effondrent et deviennent petites, moins elles ont de diversité génétique, et moins elles sont capables de s'adapter, donc de faire face à des changements qui arrivent en plus de plus en plus vite. Donc on est en train de perturber tout cet équilibre qui maintenait une balance entre les nouvelles espèces, les anciennes, les différentes espèces qui coévoluent. En évolution, on fait souvent l'analogie avec la reine rouge qui est dans le livre de Lewis Carroll, la suite d'Alice au Pays des Merveilles, Alice de l'autre côté du miroir, où il y a Alice qui court avec la reine d'échecs, la reine rouge, mais elle a l'impression de ne pas avancer, donc elle demande à la reine rouge, mais je comprends pas, on court, on n'avance pas dans ce pays. Elle dit, oui, chez moi, le paysage, il avance, donc il faut courir aussi vite que le paysage pour rester à la même place. Et c'est une bonne image de ce qui se passe dans les interactions dans la nature, où chaque espèce doit évoluer pour rester à la même place face à ses prédateurs, ses pathogènes, parce qu'eux aussi, ils évoluent. Oui. Et donc, si on met en danger cette capacité d'évolution en faisant s'effondrer les populations, on menace toute cette dynamique et cet équilibre dynamique. Donc la troisième partie est intitulée « L'effondrement de la biodiversité ». La première double page présente des infographies qui permettent de prendre conscience pour les insectes, les crustacés, les oiseaux, les mammifères et d'autres espèces de l'accélération des extinctions. Qu'est-ce qui permet de qualifier ce qui se passe en ce moment ? Est-ce que c'est communément admis maintenant ? Parce qu'on est toujours un peu, il y a des périodes un peu entre deux, comme pour l'appellation anthropocène, oui ou non. Est-ce que c'est dû à l'impact humain ? Bon, je crois que maintenant, plus personne quand même ne peut nier, mais il y a quand même tellement de gens qui sont toujours prêts à nier tout ça. Est-ce qu'on peut, donc on peut parler d'effondrement, est-ce qu'on peut parler de sixième extinction de masse ? Est-ce que le terme aujourd'hui est accepté ? Donc, tout dépend quel indice on regarde, en fait. D'accord. Si on regarde le nombre d'espèces qui ont disparu, clairement, on n'est qu'à quelques pourcents. On n'est pas à 75% comme à la dernière extinction de masse. Par contre, si on regarde le rythme d'extinction, là, on dépasse la sixième extinction de masse. Et si on regarde l'effondrement des populations, avec ce qui est vraiment alarmant, c'est que en 30 ans, on a perdu 40% des oiseaux, on a perdu 90% des insectes volants, on a perdu 75% des vertébrés, donc en 30 ans seulement. Donc, et ça s'accélère. Donc on se dit que même si on n'est pas vraiment dans la sixième extinction de masse, on y entre à deux pieds et qu'il est temps de stopper avant qu'on y soit complètement. Oui. Et puis les prévisions, en fait, sont assez indéniables, comme pour le climat d'ailleurs. On voit bien que, et même les prévisions, visiblement, c'est un peu inquiétant, puisqu'il semblerait que l'ensemble des prévisions, finalement, on va plus vite que ce qui était prévu dans plusieurs domaines. Donc, il serait temps de réagir quand même vraiment maintenant. Vous précisez que l'un des problèmes que pose cette accélération des extinctions, c'est que la régénération de la biodiversité est très lente. Oui. D'où l'importance d'agir vite maintenant, quoi.
Voilà, c'est-à-dire qu'on peut se dire, il y a déjà eu 5 extinctions de masse, Oui. la biodiversité s'est régénérée, Voilà. donc c'est pas si grave. Oui, la biodiversité s'est régénérée, mais ça prend des millions d'années. Et nous, on n'a peut-être pas envie d'attendre des millions d'années. C'est pas une échelle qui correspond aux populations humaines. Oui. Donc, on estime par exemple que les mammifères qui vont disparaître dans les 5 prochaines décennies, il faudra, 5 millions d'années pour qu'une biodiversité équivalente se reforme. Ah oui. Donc il vaut mieux agir avant que les espèces disparaissent. Oui. Tant qu'elles n'ont pas encore disparu, qu'il reste encore assez d'individus, si on réduit les pressions, si on arrête de les empoisonner, si on arrête de détruire leurs habitats, elles peuvent se régénérer assez vite. Mais une fois que les espèces ont disparu, là, il faut des millions d'années. Et vous signalez qu'il n'y a pas que le nombre d'espèces qui s'éteignent et qui est préoccupant, mais donc aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, le nombre d'individus par espèce qui chute très rapidement. Une infographie permet de visualiser l'ampleur des dégâts dans les zones d'agriculture intensive avec la diminution donc de la biomasse des insectes et araignées qui a diminué, vous l'avez évoqué là tout à l'heure, qui a diminué donc entre 1989 et 2020 de 95%. Et l'infographie sur les vertébrés, sur l'évolution de l'abondance des populations de vertébrés entre 1970 et 2020, donc on est quand même sur quelques décennies, c'est très très court, moins 73%. Donc on a perdu 2/3 de vertébrés en 50 ans. Ces chiffres sur les zones d'agriculture intensive, ils sont terribles, mais est-ce que on sait quelle surface cette agriculture intensive couvre aujourd'hui en France et sur la planète ? Et parce qu'en fait, ma question, c'est est-ce que la menace sur ces zones-là, due à l'agriculture intensive, s'étend et impacte l'ensemble en fait de ces populations ? Oui, parce que, par exemple, sur les insectes volants, on a mesuré que c'était une baisse de 95% de la biomasse des insectes volants, mais dans les réserves naturelles, c'est 75%. Donc, c'est pas aussi pire, mais c'est quand même pas rassurant. Parce que les poisons qu'on met dans les sols, en fait, ils restent pas localement partout, dans les champs. Voilà. Ça passe dans les eaux, les rivières, partout, quoi. Exactement, et ça impacte la biodiversité, mais aussi la santé humaine. On voit qu'il y a de plus en plus de zones de captage d'eau potable pour l'être humain qui dépassent les seuils, qui doivent être formés. C'est mon dernier podcast sur le livre Les Assoiffeurs. Voilà. Donc, gros sujet. Donc ça affecte aussi directement notre santé. C'est le concept de santé globale. Tout à fait, oui. On va en parler aussi un petit peu de la santé globale. Alors dans la 4e partie, on entre dans le vif du sujet, en tout cas de mes principales préoccupations, les causes. Donc l'IPBES, la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité, a identifié 5 causes principales d'effondrement de la biodiversité, on les a citées au début. Il est peut-être important de rappeler comment l'IPBES s'y est pris et peut-être quelques mots sur le rapport Nexus. Donc l'IPBES, oui, c'est une plateforme intergouvernementale qui rassemble beaucoup de scientifiques et de non-scientifiques et qui font une synthèse de milliers d'articles scientifiques. Donc c'est vraiment basé sur la science et qui vont synthétiser. Alors dans différents rapports, ils s'attaquent à différentes thématiques. Donc le rapport de 2019, c'était sur les causes d'effondrement de la biodiversité et sur les services que rend la biodiversité à l'être humain. Et le dernier rapport qu'ils ont fait, c'est le rapport Nexus, qui effectivement montre comment il faut arrêter de raisonner en silo pour résoudre les problèmes, que tous les problèmes sont interconnectés, que ce soit la santé humaine, la biodiversité, le dérèglement climatique, et que si on veut résoudre ces problèmes et donc garder notre planète habitable, il faut s'attaquer à tous ces problèmes en même temps et par des changements systémiques et profonds. Oui. J'ai vu que je crois que c'est sur le site de l'IPBES, ils ont fait un rapport résumé en 4 ou 5 pages, qui est plus accessible pour le grand public, et qui est traduit en français, qu'on peut télécharger. Oui. Voilà, pour les auditrices et auditeurs qui voudraient aller plus loin. Sur les pages suivantes, on entre dans le détail des causes, et j'ai trouvé ça passionnant parce qu'en fait, là, on est vraiment sur du factuel indéniable, et c'est en ça que ce livre répond, je trouve, à beaucoup d'attentes, et qu'il est important qu'il soit lu par les citoyennes et citoyens, et j'espère par nos responsables politiques et responsables de grandes entreprises, toutes celles et tous ceux qui prennent des décisions qui ont des effets sur la santé de notre biodiversité et sur notre santé. Dans la partie sur la destruction des habitats naturels,
il est question de déforestation et de surexploitation des ressources. Les infographies nous permettent de visualiser les principales causes de déforestation dans le monde entre 2001 et 2015 et les proportions de chacune de ces causes. Donc arrive en tête le changement permanent d'usage des sols au profit de l'agriculture, de l'exploitation minière, de l'urbanisation, suivi de près par l'industrie forestière, puis les feux de forêt. Alors, je ne fais pas tout le détail, mais tout confondu, on arrive à 21 millions d'hectares de surface de forêt perdus chaque année. Est-ce que ces chiffres sont en amélioration ou est-ce que ça continue d'empirer d'année en année ? Ça ralentit, c'est-à-dire que la destruction ralentit un peu, le rythme de la destruction ralentit un peu, mais ça continue à détruire à un rythme qui est quand même pas bon. Pas en adéquation avec nos objectifs. Voilà. Alors qu'il faudrait au contraire restaurer. Donc voilà. Oui, donc ça c'est pas très encourageant non plus. Pourriez-vous nous dire quelques mots sur les zones humides ? Parce qu'en fait on entend souvent parler des zones humides, là on a beaucoup entendu parler des méga-bassines, tout ça. Mais c'est pas, pour le grand public, c'est vite abstrait en fait tout ça. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Parce que vous dites que leur destruction a une importance sous-estimée. C'est vrai qu'autant le grand public, je pense maintenant, est conscient de l'importance des forêts, même si ça ne se traduit pas dans une protection assez efficace, autant les zones humides, c'est vrai qu'on en parle quand même moins et on se rend moins compte de son importance. Souvent, on a l'image des marécages assez nauséabonds qui vont apporter des moustiques, voire des maladies. Et d'ailleurs, on les a asséchés en Europe et on continue de le faire, alors qu'ils ont une importance à plein de niveaux. Déjà, c'est des énormes stockeurs de carbone. Encore plus que les forêts. Tout ce qui est tourbière, mangrove, ça stocke énormément plus de CO2 que les forêts. Et donc, c'est-à-dire qu'une partie du CO2 qu'on émet ne va pas être émis dans l'atmosphère directement et donc ne va pas participer au dérèglement climatique. On estime que s'il n'y avait pas eu tout le CO2 qui était stocké par la biodiversité, et notamment ces zones humides, on serait déjà à 1 ou 2 degrés de plus en réchauffement climatique moyen. Donc il faut stopper très vite cette dégradation. Voilà. Oui. Et quand on dégrade les eaux humides, donc non seulement ça relâche directement du CO2, et puis ça ne va pas continuer à stocker du carbone. Oui. Ça a aussi une fonction essentielle de régulation de l'eau. Toutes les inondations qu'on voit qui deviennent de plus en plus fréquentes, c'est en partie le dérèglement climatique, mais aussi toutes les zones humides qu'on a fait disparaître, qui avant stockaient l'eau en période de crue et qui la relarguaient en période de sécheresse. Et comme il y a le cycle de l'eau, on comprend bien que tout est lié, en fait, le climat, les inondations, on voit ça dans les JT présentés isolément, mais je trouve que il serait temps que, justement, même dans des sujets de 2-3 minutes dans les journaux télé, il serait temps que les liens soient faits plus souvent. Exactement, on parle d'inondation et rarement on met en lien avec le dérèglement climatique et encore plus rarement avec la destruction des zones humides et de la biodiversité. Un exemple assez classique, c'était l'inondation à la Nouvelle-Orléans en 2005. C'était principalement parce qu'on avait fait disparaître les zones humides en amont, qui avant faisaient une zone de tampon. Et donc maintenant, on se rend compte qu'il faut un peu restaurer le cours des rivières, arrêter de bétonner et d'artificialiser, forcément. Si l'eau ne peut plus s'engouffrer dans les sols, elle déborde beaucoup plus facilement. Et ces zones humides, elles faisaient une énorme réserve d'eau comme ça, de tampons. Et puis, c'est des richesses en biodiversité, en insectes, en animaux aquatiques énormes et qui disparaissent aussi. Oui. Donc, dans cette partie sur les causes de l'effondrement de la biodiversité, la partie sur les pesticides est assez édifiante. Je vais reprendre quelques chiffres et puis, comme ça, nos auditrices et auditeurs pourront voir l'ensemble quand ils se plongeront dans le livre. 3,7 millions de tonnes d'ingrédients actifs de pesticides utilisés en agriculture en 2022, donc seulement sur une année dans le monde. C'est plus 4% par rapport à 2021 et 2 fois plus qu'en 1990. Vous écrivez « L'agriculture américaine, 48 fois plus toxique en 2 décennies ». Cette pauvre Rachel Carson doit se retourner dans sa tombe.
Et aussi une infographie très explicite qui nous explique que quel que soit le mode d'application, les pesticides contaminent bien au-delà de leur cible par la pollution des sols dans lesquels ils s'infiltrent jusqu'aux nappes d'eau souterraines, la pollution de l'atmosphère et aussi parce que jusqu'à 10% des graines toxiques semées, ça j'avais pas encore capté cet élément-là, jusqu'à 10% des graines toxiques semées, donc enrobées de pesticides, sont mangées par des oiseaux et des petits mammifères. Donc ils s'infiltrent partout et toute la santé du vivant est impactée. Et en plus, il y a le fameux effet cocktail que vous mentionnez, vous dites qui est peu évalué. Les dégâts de ces pesticides sur la biodiversité et donc sur notre santé aussi sont très graves et déjà bien documentés depuis plusieurs décennies maintenant. J'ai fait plusieurs podcasts avec Génération Future qui ont quand même aussi rassemblé beaucoup de données pour documenter tout ça. Mais ce n'est toujours pas une priorité dans les politiques publiques. Oui, je comprends pas non plus. On voit bien l'énorme mobilisation citoyenne contre la loi du plomb. Donc, Oui. on se dit que les citoyens sont conscients que c'est des molécules qui nous empoisonnent. Oui. Et l'État ne nous protège pas. D'ailleurs, l'année dernière, donc, il y a eu un collectif d'associations Justice pour le vivant qui a fait condamner l'État en justice parce que justement, il ne prenait pas en compte les données scientifiques pour l'évaluation de la toxicité des pesticides pour leur homologation. Notamment, il ne prenait pas en compte l'effet cocktail, c'est-à-dire le fait que quand un insecte il va rencontrer différentes molécules toxiques, l'effet il est plus que s'additionner, c'est plus que 1 plus 1. Oui. Voilà. Le fait que pour les tests d'homologation des pesticides, on fait quelques tests juste en laboratoire sur des espèces modèles qui sont beaucoup plus résistantes aux molécules toxines que les espèces naturelles. En plus, on n'évalue pas la toxicité chronique, c'est-à-dire le fait d'avoir des petites doses pendant toute sa période de la vie, qui en général est beaucoup plus toxique qu'une grosse dose une seule fois. Par exemple, si vous fumez 20 cigarettes, c'est beaucoup plus toxique si vous le fumez un par jour que les 10 d'un coup. Et, voilà. Et donc, si on vous mettait dans un laboratoire à vous faire fumer un paquet de cigarettes, vous n'allez pas être bien, mais vous n'allez pas mourir. Alors que si vous fumez toute votre vie, vous aurez 50% de chance d'en mourir. Or ça, c'est quelque chose que les tests n'évaluent pas, pour les abeilles par exemple, ou le fait que les néonicotinoïdes, ça tue pas en fait les insectes, mais c'est des neurotoxiques, donc ils vont avoir des comportements aberrants, les abeilles vont pas retourner à leur ruche, donc en laboratoire on va pas avoir d'effet toxique, mais dans la nature elles vont mourir. Donc il y a rien qui va dans ces homologations. Oui. L'État a été condamné, donc ça montre bien qu'il n'a pas pris en compte l'effet scientifique pour nous protéger et pour protéger la biodiversité. Oui. Et ça se reproduit, parce que les deux ou trois podcasts que j'ai fait avec Génération Future, il y en avait un, c'était justement sur le scandale de l'évaluation du glyphosate. On avait vu ça tout en détail. Enfin, mon interviewé avait expliqué en détail, qui fait partie de l'association. Mais c'est tellement dingue, en fait, quand on se penche un peu sur ces histoires d'évaluation, à quel point c'est complètement décalé par rapport à ce dont on a besoin, quoi. Donc, ça pose beaucoup de questions. Et en plus, donc, on n'en a pas besoin, c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire souvent, alors les gens sont bien conscients que les pesticides c'est toxique, ça impacte notre santé, mais ils se sont laissés un peu souvent avoir par la propagande qui dit que mais on peut pas faire autrement, on en a besoin pour nourrir la planète, alors que c'est complètement faux. Et le fait, par exemple, qu'on enrobe ces graines systématiquement avant de les planter de poison, c'est clairement on n'en a pas besoin puisque c'est en prévention, il n'y a pas encore de maladie. Mais comme les antibiotiques dans l'élevage intensif. Exactement. Que non seulement ça va favoriser l'évolution de résistance, et puis surtout il y a plein de poisons qui va tout le temps dans l'environnement en dose massive, qui se répand dans notre nappe phréatique, dans nos sols, qui est en train de tout stériliser et qui est hyper permanent. C'est ce qu'on appelle des polluants éternels. Ça se dégrade pas, ça reste dans l'environnement. Il y a des études récemment qui ont analysé des cheveux, par exemple, qui montrent qu'il y a des pesticides qui avaient été interdits depuis 20 ans et qu'on retrouve encore.
Si on prend l'exemple du Vietnam, où l'armée américaine avait répandu l'agent orange, donc un herbicide aussi produit par Monsanto, massivement pour affamer les populations et éviter qu'elles se cachent dans la végétation. Encore maintenant, 3 générations après, il y a des enfants qui naissent de malformations. Parce que c'est resté dans l'environnement. Et ils ont encore du mal à faire reconnaître leurs droits, puisqu'il y a un collectif, le collectif Vietnam Dioxine, je crois le nom, qui se bat, et on voit que la justice ne se précipite pas pour leur cause, pour défendre... c'est compliqué à faire reconnaître, en fait, tous les dégâts causés par tout ça. Donc la double page suivante nous informe sur... Alors je voulais dire à nos auditrices et auditeurs, ne vous démoralisez pas trop. Dans les dernières parties, nous allons parler des vraies bonnes solutions. Après les fausses bonnes solutions, on parlera des vraies bonnes solutions. La double page suivante nous informe sur d'autres types de pollutions qui nuisent à la biodiversité, comme les nitrates, les phosphates, eux aussi répandus dans les champs, et qui asphyxient les écosystèmes. Les dessins dans le livre, c'est vraiment passionnant de se plonger dedans, de prendre le temps et de comprendre comment ça fonctionne. Et ces dessins, donc là, nous permettent de mieux comprendre ces processus. C'est très instructif. Et puis, bien sûr, les plastiques dévastateurs. Vous écrivez, on estime par exemple que chaque année, plus de 280 millions de tonnes de produits en plastique sont jetés et 11 millions de tonnes finissent dans nos océans. Cette pollution asphyxie les espèces marines, se désagrège en microplastiques, empoisonne l'eau et les sols, s'accumule tout au long de la chaîne alimentaire et peut avoir de graves répercussions sur tous les êtres vivants, mais aussi sur la santé humaine via l'eau et l'alimentation. Et vous écrivez un peu plus loin, 500 milliards, alors ça ce sont les chiffres qu'on a donnés aussi dans le dernier podcast sur le livre Les Assoiffeurs, 500 milliards de bouteilles en plastique consommées chaque année dans le monde, soit 1 million de bouteilles vendues par minute. 1 tonne de déchets plastiques toutes les 3 secondes est déversée dans les océans, soit 11 millions de tonnes par an. Ce chiffre pourrait tripler au cours des 20 prochaines années si rien n'est fait. Et donc, est-ce que l'on fait quelque chose ? Apparemment pas, puisque dans la petite infographie qui nous montre la courbe de la production annuelle de plastique dans le monde, on découvre que l'on a fabriqué, je cite, plus de produits en plastique au cours des 10 dernières années, donc juste des 10 dernières années, que durant tout le siècle passé. Et là aussi, énorme impact dans les océans. Et pourquoi et comment il menace la biodiversité, ce plastique, en dehors du fait qu'il met des siècles à se désagréger, quels sont ses effets sur la biodiversité ou à quel endroit il impacte la biodiversité ? Plein d'endroits, donc il peut y avoir un étouffement par exemple des animaux par des sacs plastiques, ils vont essayer de s'en nourrir en croyant que c'est une méduse ou un animal et puis ils vont s'étouffer. Il y en a qui sont plein qui sont un peu emmêlés dans du plastique, dans des fils en plastique qui meurent comme ça. Et puis il y a toute en fait la pollution par le microplastique qui se désagrège, qui va être ingéré par nous, par les animaux, et qui est un espèce de perturbateur endocrinien et qui va nous polluer de l'intérieur. Oui, et ça c'est pareil, on en retrouve partout, même dans les fœtus, je crois. Oui. Donc je ne fais pas tout le détail des causes de l'effondrement de la biodiversité qui sont répertoriées dans cette 4e partie. Je laisse nos auditrices et auditeurs aller les découvrir parce qu'il y a 8 parties. La 5e partie nous rappelle l'importance de la biodiversité, donc ce qui n'est pas négligeable puisque l'on semble avoir du mal à intégrer que notre survie dépend de la biodiversité et notamment des services écosystémiques. Qu'est-ce que l'on appelle des services écosystémiques ? Donc c'est en fait tous les bénéfices qu'on tire des écosystèmes, donc de la biodiversité, de la nature, c'est-à-dire à quel point on dépend de la nature pour notre survie. Oui. Par exemple, la pollinisation, ça en fait partie.
Voilà, donc un des services écosystémiques qui commence à être bien reconnu, c'est la pollinisation, c'est-à-dire le fait que les insectes ou d'autres animaux d'ailleurs transportent le pollen des fleurs mâles vers les fleurs femelles pour les féconder, et donc ce qui permet de produire des graines, des fruits qu'on mange. Les 3/4 de nos fruits et légumes dépendent de pollinisation comme ça pour être produits, donc c'est énorme. Oui. Alors il y a d'autres services, ce qu'on appelle écosystémiques, d'autres aspects pour lesquels on dépend de la nature. On en a abordé certains, donc il y a toute la régulation des flux d'eau, le fait qu'on ait de l'eau disponible, c'est vraiment la biodiversité qui permet ça, le fait que des arbres retiennent l'eau dans les sols, que ça coule pas trop vite. On voit bien quand on enlève des arbres, il y a une érosion des sols beaucoup plus rapide, l'eau s'intègre beaucoup moins facilement dans les sols et du coup elle est perdue, c'est de l'eau qui est perdue en disponibilité. Il y a le stockage du carbone dont on a parlé aussi, par les zones humides, par les forêts, oui. Par les océans aussi. Oui. Qui stockent aussi beaucoup de CO2, c'est une autre infographie. Il y a des services écosystémiques en termes de prévention des maladies. Donc le fait, par exemple, dans les agroécosystèmes, plus il y a de la diversité, moins il y a de maladies. Parce que si vous avez une seule variété de blé cultivé sur des centaines d'hectares, il suffit qu'un pathogène arrive qui est adapté à cette variété, il va tout décimer d'un coup. Alors que si vous avez des petites parcelles de cultures différentes avec des haies qui vont freiner la dispersion des pathogènes et que même s'il y a un champ qui est affecté, il ne pourra pas disperser au suivant parce que c'est une autre espèce. Donc plus il y a de diversité, moins il y a d'épidémies et de cultures, et y compris de maladies sur l'être humain, puisque la plupart des maladies émergentes chez l'homme, ce qu'on appelle des zoonoses, ça vient d'une dispersion depuis des animaux, comme le Covid, mais d'autres aussi. Comme la dengue, il y a de plus en plus de maladies émergentes qui est due à, en particulier, par exemple, des contacts avec la nature sauvage qui est dû au fait qu'on a détruit les habitats de cette nature sauvage. Oui. Dans le mot biodiversité, il y a diversité, et vous précisez que nous dépendons de la diversité des plantes cultivées. Et là, les infographies sont aussi super claires, factuelles et instructives. Lorsque vous dites « nous dépendons de la diversité des plantes cultivées », cette diversité, elle se perd où, en fait, où se situe le problème là, dans notre lien aux plantes cultivées? De quelles plantes cultivées on parle? Donc les plantes cultivées en général, c'est des organismes qu'on a domestiqués, c'est-à-dire qu'on les a fait évoluer, on les a changés pour qu'elles soient plus intéressantes pour nous. Par exemple, le maïs, originellement, c'était une petite plante qu'on appelle la théocinthe, qui fait des tout petits grains très durs, à peine mangeables. Et en fait, au départ, les êtres humains, ils prenaient les théocinthes avec des grains un peu moins durs, plus riches en nutriments. Puis ils revenaient à leur camp, les graines tombaient, elles pouvaient germer. De nouveau, ils reprenaient les grains les plus intéressants, ils ressemaient. Et en fait, ça faisait une sélection. Et donc de génération en génération, les plantes évoluaient pour avoir ces caractères plus intéressants pour l'être humain, jusqu'à avoir des gros épis, plein de sucre, plein d'amidon, avec des grains qui restent sur la plante au lieu de disperser tout de suite. Donc on a fait évoluer les plantes, et souvent on a généré plein de diversité. Il y a une époque où on a généré plein de variétés, que ce soit chez le chien, mais dans les plantes cultivées, sur le blé, le maïs, le riz, les tomates. À partir d'une unique plante originelle sauvage, on a généré plein de variétés différentes qui étaient adaptées à des conditions locales. Par exemple, le maïs, il y avait des populations adaptées à la haute altitude ou à plus ou moins de sécheresse. Et puis récemment, vraiment dans les 10-20 dernières années, on a voulu faire une agriculture intensive, hyper performante, qui produise un maximum et dans des conditions un peu toujours pareilles. Et donc on a sélectionné presque pour chaque espèce la variété la plus performante qu'on plante partout pareil. Et donc c'est là où on a perdu de la diversité par rapport à ce qu'on avait généré pendant des siècles. Et encore une fois, c'est comme pour les sols, c'est-à-dire qu'à court terme, oui, on va produire un peu plus, et puis à long terme, on a perdu cette diversité qui permettait de s'adapter. Et donc c'est pas viable, c'est pas robuste, c'est pas durable. Et donc on a fait pareil sur des champignons du fromage, sur lesquels je travaille.
C'est des moisissures, comme la croûte blanche du camembert, c'est une moisissure qu'on a domestiquée pour faire du bon fromage, pour produire des arômes, pour transformer les sucres du lait, faire une texture agréable et des arômes agréables. Et pendant des siècles, on a généré de la diversité. Et puis récemment, on a sélectionné un clone blanc, un mutant albinos, parce que ça avait l'air moins moisi. Oui. Et on a perdu toute la diversité qu'on avait générée pendant des siècles. D'accord. Et ça impacte ce qu'il y a en dessous de la croûte du fromage ou pas, en fait, en termes de qualité, de nutriments, de goût Donc évidemment, du coup, on a moins de diversité en termes de goût, de production. Et puis surtout, on le sait bien en écologie, en évolution, quand on n'a pas de diversité, non seulement on ne peut pas s'adapter, mais on dégénère au bout d'un moment. Et donc, par exemple, cette moisissure blanche, elle a déjà perdu sa fertilité, sa capacité à faire de la reproduction sexuée. Et donc, on ne peut plus régénérer, se débarrasser des mauvaises mutations. Et donc, à terme, elle va continuer à accumuler des mutations, voire à plus arriver à produire des spores. Donc, c'est pas viable. Le concept de santé globale dont on entend de plus en plus parler, est-ce que vous pouvez nous rappeler de quoi il s'agit et en quoi ça peut être intéressant de ce nouveau concept selon peut-être certains critères, je ne sais pas, il y a pas mal de grands rassemblements autour de ce concept maintenant. Est-ce que là aussi, il faut faire attention à la façon dont on va aborder ça et que ça ne soit pas récupéré, comme on a vu, le greenwashing, le ci, le ça, avec des mots valises là, qui ne sont pas toujours ensuite, qui ne tiennent pas toujours leurs promesses parce qu'ils ne sont pas forcément très bien ou compris, ou c'est un peu dévoyé, ou je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut en dire là aujourd'hui, selon vous, du concept de santé globale ? Moi, je pense que c'est un concept intéressant et qui repose vraiment sur des faits scientifiques importants et intéressants. Oui. Le fait que, en fait, la santé humaine est directement liée à la santé des écosystèmes. Oui. Et il y a des exemples récents assez frappants. Par exemple, aux États-Unis, une étude récente qui a montré que l'effondrement des chauves-souris avait causé directement des cancers, une augmentation des cancers chez les enfants. Parce qu'en fait, donc, les chauves-souris étaient parasitées par un pathogène envahissant, un champignon qui fait la maladie du nez blanc. Donc les populations de chauves-souris se sont effondrées dans certains comtés. Elles mangeaient plus du coup des insectes la nuit, elles peuvent manger plus que leur poids en insectes chaque nuit. Et donc il y avait beaucoup plus de ravageurs sur les cultures. Donc il y a eu plus de pesticides qui ont été répandus pour protéger les cultures, mais ça n'a même pas rétabli les rendements. Il y a eu des pertes économiques énormes, à la fois parce que les pesticides coûtent cher et parce que les rendements ont quand même diminué à cause de ces ravageurs qui n'étaient pas mangés par les chauves-souris. Et directement, cette augmentation des pesticides a fait augmenter les cancers pédiatriques de 8% dans ces comtés-là. Donc là, c'est un exemple frappant qui montre ce concept de santé globale. Oui. L'importance d'avoir cette approche globale. L'autre exemple dans cette approche santé globale, c'est, comme vous disiez, l'utilisation des antibiotiques en élevage. On n'arrête pas de nous dire qu'il ne faut pas utiliser trop d'antibiotiques, que les bactéries deviennent résistantes, mais en fait, la très grande majorité des antibiotiques qui sont vendus, c'est pour les élevages, donc, alors qu'ils sont utilisés, pareil, en prévention seulement, pas quand il y a une maladie. Oui. Donc c'est aberrant et ça met en danger directement notre santé puisque les bactéries résistantes, on n'aura rien pour les soigner quand elles vont attaquer l'être humain. Oui, on a déjà assez de problèmes d'antibiorésistance qui vont croissant. Et même tous les fongicides qu'on répand dans les champs, on a montré que ça a aussi fait évoluer des résistances chez des champignons qui attaquent l'homme. Donc tout ça c'est lié, ça montre bien. Un autre exemple, c'est l'effondrement des populations de vautours en Inde qui avait aussi causé des millions de morts chez l'être humain. Parce qu'en fait, les vautours avaient disparu à cause justement d'antibiotiques, de médicaments qu'on donnait au bétail, dont ils se nourrissaient et qui les empoisonnaient. Oui. Donc il y avait beaucoup moins de vautours qui du coup mangeaient plus les carcasses des animaux sauvages. Il y avait de plus en plus de carcasses qui se répandaient. Donc il y a eu des chiens, d'animaux sauvages qui sont venus les manger.
qui ont répandu beaucoup la rage, y compris à l'être humain, mais qui n'étaient pas assez efficaces pour manger toutes les carcasses. Et donc, les êtres humains ont essayé de dissoudre les carcasses avec plein de produits chimiques qui ont fait plein de morts dans les populations humaines. Oh là 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 là, oui. C'est bien, on voit bien la chaîne de causalité en action. Alors, s'il faut préserver la biodiversité et les écosystèmes dans leur ensemble, vu toutes les espèces aujourd'hui menacées, on a donc plutôt intérêt à s'attaquer aux causes de ces menaces, à ce qui provoque ces disparitions. Vous écrivez, page 86, « Il est tentant de croire que l'on trouvera toujours une solution technique, mais cette attitude empêche d'adopter les réponses durables, c'est-à-dire de stopper les causes d'origine humaine de l'effondrement de la biodiversité. Pesticides, déforestation, agriculture intensive, urbanisation, émissions de gaz à effet de serre. Les services écosystémiques résultent d'équilibres complexes issus de millions d'années d'évolution que les technologies ne pourront jamais reproduire dans leur ensemble. Et vous passez en revue plusieurs technologies en expliquant pour chacune ce qui fait que ce ne sont pas de bonnes idées, des technologies qui nous sont présentées comme des solutions. J'avais fait un podcast aussi avec Rémi Noyon sur à peu près le même phénomène par rapport au climat, c'est le technosolutionnisme et les fausses bonnes idées. Toujours avec en fait un déni des interdépendances et donc qui mène à ne pas bien prévoir les dégâts de ça, en se disant bon, on verra plus tard. Donc est-ce que je peux vous demander un petit point sur les OGM et les nouveaux venus dont on entend pas mal parler ces jours-ci, les NBT, auxquels vous consacrez une double page dans les fausses bonnes solutions? Oui, donc il y a effectivement une loi qui est en train d'être passée au Parlement européen, là, qui est assez effroyable, qui a l'idée que si on change moins de 20 choses dans un génome, ça ne sera pas considéré comme des OGM. Et donc, en gros, on va dire que ça ne sera même pas traçable. On ne pourra même pas, nous, choisir de les manger ou pas. Oui, il n'y a plus d'étiquetage en plus. Ouais, ça veut dire aussi plus de traçabilité après. S'il y a une catastrophe, on ne peut même pas suivre ce qui a été fait. Et surtout, c'est une mauvaise solution parce que donc ça ne résout aucun problème. Contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire, si le seul intérêt de ces technologies OGM, c'est de breveter le vivant en fait. Donc en plus, ça va faire une appropriation du vivant par des grandes firmes. Oui, ce qu'ils avaient déjà tenté ce qu'ils ont fait avec les OGM. Exactement. Oui. Donc, il y a déjà 20 ans, avec les OGM, ils nous promettaient que ça ferait des plantes résistantes à la sécheresse, ça lutterait contre la famine, etc. Ça réduirait les pesticides. Quand on regarde ce qui a été planté dans les pays qui ont autorisé les OGM, par exemple aux États-Unis, 88%, c'est des plantes résistantes au Roundup. Oui. Donc, c'est l'idée, tellement absurde. Oui. L'idée, c'est vraiment en fait, de désherber en mettant un maximum de Roundup. Donc ça augmente les poisons qui sont répandus dans l'environnement. Et effectivement, c'est le modèle le plus rentable parce que on vend à la fois le Roundup et la plante résistante. On brevette tout ça. Donc il n'y a pas de raison. Et comme vous l'expliquez, en plus, les agriculteurs ne peuvent plus se transmettre les graines ou réemployer leurs propres graines et deviennent complètement esclaves de ce système. Et on avait vu en Inde, les dégâts sont toujours présents d'ailleurs, de cette révolution verte là, et de le nombre de suicides incroyables d'agriculteurs qui ne peuvent plus au bout d'un moment fournir parce que ça devient un cercle vicieux. Il faut racheter les semences, il faut racheter les traitements et puis en plus ça change d'année en année parce que justement il y a des mutations, il y a de plus en plus de résistance, il faut de plus en plus de produits. C'est délirant. En plus, les pollens OGM, ils vont polliniser les plantes des champs d'à côté. Et donc il y a même eu des procès où c'est les fabricants d'OGM qui faisaient des procès à des gens qui ne cultivaient pas a priori des OGM et qui avaient été pollinisés à leur corps défendant par des OGM et donc ils leur interdisaient de vendre leurs graines. Donc ils avaient vraiment breveté le vivant et s'approprié le vivant.
et ça résout rien. Oui, On a plein d'autres solutions. La diversité, c'est vraiment dans l'autre sens qu'il faut aller. En plus, tout ça coûte très cher de faire des OGM. Et ça maintient l'idée que on peut continuer l'agriculture intensive, et en fait ça nous maintient dans cette agriculture intensive où on continue la fuite en avant alors qu'il faudrait aller en arrière. Donc c'est comme si on s'achetait des béquilles hyper chères pour continuer à avancer vers le précipice alors qu'il faudrait faire demi-tour. Oui. Tout à fait. Dans la partie Les fausses bonnes solutions, vous énumérez de façon implacable pourquoi tout ce qui est présenté comme des solutions est en fait problématique tant qu'on ne s'attaque pas à la racine des problèmes, et d'autant plus problématique que ça permet souvent de mettre les racines du problème sous le tapis. Et vous citez plusieurs cas assez frappants, notamment des mesures pour le climat qui affectent la biodiversité dans des proportions phénoménales. Et cette partie me touche beaucoup parce que il y a une quinzaine d'années, j'avais fait partie d'un groupe local d'Oxfam à Paris, d'un groupe de jeunes bénévoles, et on organisait des projections débats. Et le grand sujet du moment chez Oxfam, c'était justement d'essayer d'alerter sur les effets pervers des biocarburants qu'on nous vendait comme la solution miracle. Et je n'en reviens pas de voir que on est plus de 15 ans plus tard et il faut toujours continuer à expliquer la même chose. Et visiblement, l'info ne circule pas beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quel est le problème, enfin les problèmes, on peut dire, de ces biocarburants? Parce que les problèmes, ils sont c'est un écosystème de problèmes là, hein. Donc notamment ça prend de l'espace naturel, ça participe de la destruction des habitats naturels et des pesticides qui sont répandus. Donc ça augmente le problème au lieu de le résoudre. C'est pareil, on a exactement la même chose maintenant avec les fermes photovoltaïques qui en soi c'est bon pour le climat, effectivement ça décarbone l'énergie, mais en fait la plupart du temps ça détruit des habitats naturels au lieu de les mettre sur des toits ou des habitations, des choses qui sont déjà artificialisées. Oui, ce qui est possible de faire ça. Exactement. Donc c'est vraiment l'effet Rubik's Cube, le fait qu'on a plein de problèmes qui sont les différentes phases du Rubik's Cube, le climat, mais aussi la biodiversité, la santé. Et si on se concentre sur une seule face, le climat, on pourrait peut-être résoudre cette face-là, et encore on n'y arrive pas, mais en désorganisant encore plus les autres faces. Oui. Alors que si on veut vraiment résoudre le Rubik's Cube et nos problèmes tous à la fois, il faut résoudre toutes les faces à la fois. Oui, oui. Et concernant la reforestation pour la compensation carbone, parce que ça aussi c'est un gros dossier, donc là on n'a pas le temps et puis c'est pas le but de tout décrire, le but c'est plutôt que d'aller vraiment lire en détail tout ce qui est très bien expliqué dans ce livre. Et concernant donc la reforestation pour la compensation carbone, vous écrivez page 92, les mesures de compensation sont accusées de constituer un permis de détruire, de correspondre à une vision comptable de la biodiversité, loin de la complexité des écosystèmes, et de donner l'illusion que la réduction des émissions carbone ou des pressions sur la biodiversité n'est pas nécessaire, puisqu'elles sont prétendument compensées. Là encore, on ne semble pas réfléchir de la bonne façon. Donc la reforestation pour la compensation carbone, visiblement, c'est pas au point non plus. C'est pas une bonne façon de penser le problème et surtout ses solutions. Oui, donc, pareil, c'est une fausse bonne idée dans le sens où, alors ça paraît une bonne idée de dire on va planter des arbres, effectivement, renaturer, voilà, mais ça dépend comment c'est fait, dans quel contexte et pourquoi. Oui. Si on dit tu peux faire un vol long courrier, t'inquiète pas, on va replanter des arbres, déjà ça n'empêche pas que ce CO2 il est émis, et souvent cette replantation des arbres elle compense absolument pas le CO2 qui a été émis par le vol long courrier, parce que en général, donc c'est des boîtes qui vont vendre un certain nombre d'arbres. Ils font payer un nombre d'arbres plantés, mais donc ils vont pas vérifier si l'arbre il va grandir jusqu'à avoir effectivement compensé le CO2 qu'il a été émis. Wangari Maathai expliquait ça très bien. Elle qui est pourtant à l'origine de la ceinture verte, la première version du mouvement de la ceinture verte. Alors, on plante des arbres qui poussent très vite, mais qui brûlent très vite. Puis en monoculture.
en monoculture, donc c'est pas beaucoup de diversité par rapport à une vieille forêt riche. Or, des fois, et ça a été fait en France, avec tous les arbres soi-disant replantés par le gouvernement, en fait, on éradique des vieilles forêts pleines de biodiversité pour replanter des arbres en monoculture. Donc c'est aberrant. C'est un bénéfice, c'est un déficit net en biodiversité très grand. En plus, souvent ces boîtes, elles vont même déplacer des populations humaines pour replanter ces arbres. Comme pour les biocarburants d'ailleurs. Voilà, il n'y a rien qui va. Et puis, ça nous maintient dans le déni de se dire, on peut continuer, on n'est pas obligé d'aller vers la sobriété, on peut continuer notre vie de la même façon, on compense, ça nous donne bonne conscience. C'est ça, oui. Ça nous empêche d'aller vers les bonnes solutions qui sont la sobriété. On y arrive. La partie 7, parce qu'on a bientôt terminé. Les vraies bonnes solutions, enfin. Donc, pour stopper les causes de l'effondrement de la biodiversité. Et on lit dans l'introduction de cette partie, quand on a compris tout ce qui précède, de l'équilibre dynamique aux interactions complexes entre espèces, on réalise qu'il n'existe qu'une seule solution efficace pour préserver l'équilibre de la biodiversité. Il faut endiguer les 5 causes de son effondrement et non pas travailler sur les conséquences, comme on le répète dans presque chaque podcast de So Sweet Planet. Et vous rappelez donc que le vivant est notre meilleur rempart et qu'il faut comprendre l'interconnexion entre les crises mondiales, c'est-à-dire... Donc, effectivement, si on a identifié le problème, il y a clairement un problème dont les populations humaines vont souffrir, l'effondrement de la biodiversité. Donc, on a vu l'effet scientifique sur l'effondrement, l'effet scientifique sur les causes. Après, les solutions, c'est d'arrêter de supprimer ces causes, ces pressions sur le vivant. Et donc, ça veut dire supprimer les pesticides, supprimer au maximum le dérèglement climatique, les destructions d'habitats et la surexploitation. Il n'y a pas d'autre solution. Quand vous avez votre baignoire qui déborde, vous ne construisez pas une machine pour extraire l'eau, vous coupez le robinet. C'est quand même le plus simple, le plus efficace et le plus durable. Il n'y a pas d'autre solution. Et c'est faisable. Donc il existe des solutions. On a, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire, on peut très bien cultiver sans pesticides. Alors ça demande effectivement des changements un peu systémiques. Il faut changer de type d'agriculture. Mais ça sera pour le mieux, à la fois pour les agriculteurs qui souffrent. La plupart souffrent, à part quelques gros gagnants qui gagnent beaucoup d'argent. La plupart des petits agriculteurs seront bien mieux avec moins de poisons qui répandent eux-mêmes et qui les rendent eux-mêmes malades, avec des sols plus fertiles, plus de pollinisateurs, plus de haies, plus de diversité. Donc l'agriculture est un énorme levier, parce que c'est un des facteurs énormes de destruction des habitats naturels et d'empoisonnement du vivant. Et donc effectivement, on voit que l'agriculture biologique fonctionne, donc c'est tout à fait faisable. Parfois, ça coûte un peu plus cher à la vente actuellement, mais pourquoi ? Parce que c'est moins subventionné. Bizarrement que l'agriculture intensive. Et les aides à la transition ont été réduites, donc on se demande vers quoi on souhaite nous emmener au final. Voilà, donc, et en fait, pourquoi ? Parce que la seule raison que je vois, c'est que ceux qui gagnent à cet empoisonnement du vivant et à cette extraction des ressources sont ceux qui ont le plus de pouvoir politique actuellement. Et donc, il faut que les citoyens reprennent leur voix et leur pouvoir par des associations, en votant, en achetant bio, moins de viande, qui a aussi un levier énorme parce que une calorie animale demande pour être produite 3 fois plus de terre qu'une calorie végétale, parce que ça demande plus de pesticides, que en plus c'est moins bon pour la santé. Donc ça c'est bien aussi, c'est que tout ce qui est bon pour la biodiversité, c'est bon pour la santé humaine. Oui. Moins de pesticides, moins de viande, plus de trajets en vélo, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Mais oui. Et vous mentionnez aussi pas mal de pistes importantes, de vraies bonnes solutions, donc avec beaucoup de sous-parties qui permettent de mieux comprendre, comme vous venez d'en citer, promouvoir les actions locales et juridiques. Il y a pas mal d'exemples concrets aussi. Le rôle des pouvoirs publics, l'éducation à l'éco-responsabilité.
Et puis, vous affirmez que les lois et les sanctions financières doivent être dissuasives. Alors, c'est vrai qu'au début du livre, il y a une partie aussi où on voit un peu l'historique avec l'arrivée des COP, tous ces grands rassemblements d'experts internationaux. En tant que citoyen, on se demande toujours, enfin même surtout depuis l'accord de Paris et où on en est, on se demande pourquoi il n'y a pas plus de mesures contraignantes, puisqu'on voit bien qu'on ne peut pas faire confiance en fait aux personnes qui prennent des engagements, puisque visiblement ça ne suit pas à chaque fois autant qu'il faudrait, en tout cas derrière. Donc ces sanctions financières et ces lois qui doivent être dissuasives, donc du coup, est-ce que c'est pas encore le cas, c'est pas assez le cas, et est-ce que ça fonctionne ? Donc globalement ça fonctionne, hein. On voit par exemple dans l'exemple du tabac, c'est clairement ce qui a fonctionné, c'est de mettre des taxes plus importantes. Vous avez beau dire aux gens vous allez avoir un cancer, ils ont beau le savoir, ça, oui. En général ça les empêche assez peu de fumer. Par contre plus c'est cher, plus ça va les empêcher de fumer. C'est pareil, c'est les réglementations qui protègent. Or donc il y a eu une époque, une période assez récente où il y avait quand même des lois qui étaient votées, des réglementations qui protégeaient la biodiversité et notre santé, mais on a l'impression qu'elle est en train d'être détricotée de plus en plus. C'est pas une impression même. Non. Et donc là, on entend de plus en plus parler en France de simplification qui est en fait une déprotection. Omnibus. Ouais. C'est une catastrophe parce que c'est vraiment ça qui protège, et quand on voit tous les recours juridiques qui ont fonctionné comme justice pour le vivant, c'est ça ce qui fonctionne, à tel point que c'est pour ça que certains essayent de détricoter les lois et voire récemment de parler de principe d'innovation qui devrait aller devant le principe de précaution. Oui, ça c'est ahurissant. Mais moi ce que je trouve quand même très décourageant et vraiment affligeant, c'est que toutes ces lois là sur lesquelles qui sont en train de déboulonner en ce moment, on sait que c'est des années, quelquefois des décennies de lutte derrière, d'ONG, de procès, d'experts, de scientifiques, qui sonnent des alarmes pour arriver à ce qu'enfin, un jour, on passe une loi, puis alors souvent elle n'est pas au point, donc il va falloir revenir à la charge plusieurs fois pour améliorer au cours des années suivantes, réussir à refaire passer par petits bouts des améliorations. Et tout ça, en fait, détricoté, déboulonné en 2 temps, 3 mouvements, quoi. Donc ça, c'est comme ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à la biodiversité qui s'effondre très vite et qui prend très très longtemps à se reconstituer. Voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment que les citoyens reprennent leur pouvoir à la fois en soutenant les associations, en donnant leur temps ou de l'argent, en votant bien et en agissant avec leur carte bleue, en soutenant les filières bio et durables, oui. Et pour reprendre ce pouvoir-là. Oui. Et dans cette partie sur les vraies bonnes solutions, on trouve aussi une belle infographie sur les limites planétaires. Donc au début, je me suis dit, mais pourquoi c'est pas positif le sujet des limites planétaires, puisque ça ne va pas en s'arrangeant non plus, le dépassement des limites planétaires chaque année. Donc qui nous rappelle cette infographie que ce sont les activités humaines qui sont responsables du dépassement des limites planétaires. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots de quoi il s'agit et le rapport avec le mythe de la croissance infinie, puisque vous décrivez dans une autre belle infographie à côté comment sortir du mythe de la croissance infinie pourrait être une vraie bonne solution. Oui, donc un des problèmes, c'est qu'on extrait trop de la nature en termes de ressources, en eau, on épuise les sols, etc. Oui. Et ça va avec l'idée que il y a des ressources infinies sur la Terre, qu'on peut avoir une croissance infinie, il faut toujours de la croissance économique, que le PIB doit augmenter, que c'est corrélé au bien-être des populations. Donc déjà ça c'est faux, c'est plus vrai. On a montré depuis plusieurs années, le PIB n'est plus corrélé au bien-être des populations. Oui, c'est curieux que ça soit toujours pas adapté, ça non plus. Ouais.
Et on vit dans une planète avec des ressources physiques finies. La Terre est capable de renouveler chaque année un certain stock de poissons, une certaine quantité d'eau pure. Et si on prélève plus que ça, on vit à crédit de la Terre et que c'est un crédit qui ne sera pas remboursable, contrairement à d'autres crédits dont on nous ramasse les oreilles. Oui. On peut mesurer que, par exemple, les Français consomment chaque année à peu près 2,8 fois la planète Terre, ce que la planète Terre est capable de leur donner sur un an. Donc, c'est pas viable. Il y a des ressources finies. Donc, c'est effectivement ce qu'on a appelé les 7 limites planétaires. Donc, c'est en termes de pollution, de pesticides, d'empoisonnement des sols, en termes de dérèglement climatique, en termes de couche d'ozone. Alors ça, c'est une des limites qu'on a réussi à pas dépasser, justement en faisant des lois contre les molécules qui détruisaient la couche d'ozone. Et donc, c'est le concept qu'effectivement, on vit dans un monde fini avec des limites et qu'on est en train de dépasser ces limites et on est en train de rendre la planète inhabitable. Donc, il est urgent de revenir en arrière et d'agir pour ne pas dépasser ces limites. Et le mythe de la croissance infinie, en fait, c'est ce système de consommation où c'est toujours consommer plus, avec un système économique qui encourage ça aussi, ouais. et qui n'est pas viable par rapport aux limites planétaires aujourd'hui. Exactement, et il existe des économistes très qualifiés qui disent, qui exposent des alternatives de systèmes économiques plus respectueux des limites planétaires. Oui. Mais ça, c'est comme l'agroécologie. On sait que ça marche, mais ça a du mal à, ouais. Ça a du mal à être adopté plus largement, quoi. Parce que ceux qui bénéficient du système actuel ont malheureusement ceux qui, justement, en extrayant le plus de ressources possibles, ont amassé suffisamment d'argent et de pouvoir pour imposer l'absence de changement. Mais c'est les citoyens qui bénéficieraient de ces changements qui doivent s'en rendre compte et les imposer. Et oui. Ils ont le pouvoir de le faire. Oui, mais justement, vous décrivez juste en dessous une série de freins à l'action et d'idées reçues. Donc là, je laisse nos auditrices et auditeurs aller découvrir tout ça. C'est assez intéressant. Et nous allons parler, donc pour bientôt terminer, de la partie 8. Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau ? Et vous précisez d'emblée que solutions globales et individuelles sont indispensables. On entend souvent de la résignation, de plus en plus même par rapport aux actions individuelles, avec l'idée que vu l'ampleur des dégâts, ces actions individuelles seraient ridicules et inefficaces, ce qui justifierait de ne pas faire d'efforts. Et ce n'est pas votre avis. Effectivement, il faut des solutions globales et des solutions individuelles ensemble. Donc les solutions individuelles, ça suffit pas. Ça a été d'ailleurs une arme de propagande un peu de faire reposer sur les citoyens toute la responsabilité des changements à faire, du dérèglement climatique, etc. pour éviter de faire ces changements systémiques globaux dont on a besoin. Oui. N'empêche que c'est par la mobilisation individuelle et des changements individuels aussi que ça passe. Donc il faut qu'individuellement on se mobilise via des associations, en votant pour des politiques ambitieuses et effectivement on peut agir en mangeant déjà moins de viande, en convaincant autour de soi, en achetant plus de l'agriculture biologique. Oui. Tout ça, ça va ensemble et ça peut jouer énormément. Oui, là aussi, on a des infographies dans cette partie qui illustrent en détail l'impact des actions, parce que ça, c'est intéressant pour pas justement avoir l'impression, parce que bon, c'est bien gentil de faire le colibri, mais quelquefois, on a envie de voir des résultats plus impactants qu'une goutte d'eau. Et les infographies de cette partie illustrent donc en détail l'impact des actions que nous pouvons mettre en place, des comportements que nous pouvons adopter, comme ce que vous venez de dire, s'impliquer dans la science et la société, adopter un mode de vie plus sobre, consommer bio et, dans la continuité, opter pour une alimentation bonne pour la santé et la planète. Y a-t-il assez de... Enfin, je me doute de la réponse, mais je vous laisse détailler. Y a-t-il assez de mesures éducatives et incitatives pour que toute la société se mette enfin en mouvement, parce qu'on a bien compris, je pense, là, qu'il y a urgence.
Non, clairement non. Oui. Et on voit d'ailleurs que la part de la biologie diminue, en particulier au lycée. Récemment, toutes les dernières réformes ont été catastrophiques à ce niveau-là, en faisant diminuer le nombre d'heures de SVT qui était déjà pas énorme. Or, c'est évidemment comment on peut avoir un avis citoyen éclairé si on comprend pas comment fonctionnent les écosystèmes, comment évolue la biodiversité, comment fonctionne la biologie, les poisons, les molécules toxiques, les vaccins. C'est vraiment, encore une fois, on va dans le sens contraire de ce qu'il faudrait faire. Et puis reconnecter aussi les enfants à la nature, donc les faire sortir, avoir suffisamment de temps, et puis former suffisamment d'instituteurs, de professeurs, et suffisamment formés. Là, pareil, on va dans le sens inverse de l'histoire, en diminuant le nombre de postes d'enseignants et en les sous-payant. Alors que c'est essentiel pour former nos enfants, nos citoyens, des citoyens éclairés. Oui. Non, déjà en tant que citoyen et puis en tant que personnes qui vont faire partie de la population qui travaille et peut-être qui seront eux-mêmes chefs d'entreprise ou tout ça. On peut pas prendre des bonnes décisions si on est complètement inconscient des conséquences de nos décisions sur tout ça. C'est quand même... Ouais. Vous prenez, donc à la fin du livre, vous prenez une approche holistique et votre livre aide à comprendre que cette approche est incontournable, qu'il faut une approche globale pour préserver l'ensemble des équilibres, qu'il faut sortir des approches étriquées, des solutions conçues avec des œillères en silo pour éviter le désastre, pour éviter aussi les phénomènes d'emballement, les dépassements des points de bascule irréversibles, on n'en a pas parlé. Est-ce que mettre cela en place est encore réalisable dans les temps pour éviter le désastre? Oui, c'est-à-dire que c'est pas encore trop tard, dans le sens où, comme on disait au début, on n'est pas encore à un pourcentage d'espèces éteintes trop élevé, on n'est pas encore à des doses de poison dans chaque sol, dans chaque nappe phréatique insupportables, mais on s'y dirige quand même rapidement. Oui, c'est donc, ça. Il n'est pas trop tard, mais il faut vraiment prendre la mesure de l'urgence d'agir. Oui. Merci beaucoup Tatiana Giraud. Est-ce qu'il y a quelque chose de très important sur lequel on aurait fait l'impasse là, pour parler de ce qu'il y a dans ce livre ? Non, peut-être remercier Catherine Huguet et Hervé Bouilly ont été fantastiques pour la construction de ce livre, de bout en bout. Catherine Huguet concevait les pages en choisissant les infographies parmi celles que j'avais proposées, en retravaillant les textes, en organisant les pages, et puis après Hervé Bouilly. Je me disais en le lisant, quel travail. Ouais. Et Hervé Bouilly vraiment dessinait chaque illustration avec des allers-retours entre nous trois à fur et à mesure qu'on construisait chaque page. Ça a été fantastique, très agréable, très informatif pour nous. Vraiment, et ils ont été fantastiques de bout en bout. Oui, et une belle longue préface de la climatologue tellement passionnante aussi, Valérie Masson-Delmotte. Très bien. Merci beaucoup de ce temps que vous nous avez consacré, parce que c'est quand même un challenge de réussir à dire en si peu de temps autant de choses et faire la synthèse justement, c'est comme on parle d'écosystème, d'interdépendance, c'est quand même toujours un peu compliqué d'évoquer tout ça sans réduire les choses. Donc ce très beau livre, parce qu'on est dans le format beau livre, La biodiversité en infographie, de Tatiana Giraud, avec Hervé Bouilly et Catherine Huguet pour les illustrations. Et bien sûr, c'est dans une maison d'édition spécialisée dans ce genre de sujet, entre autres, et dans les beaux livres, chez Tana Édition. Donc voilà, un grand merci. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne continuation. Et puis j'espère que ce livre va être largement diffusé. Merci. Et bravo pour tout ce travail, et merci parce qu'en tant que citoyenne, je souhaite aussi vous dire merci pour ce beau travail. Merci à vous pour l'invitation. Chères auditrices et chers auditeurs, si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de me mettre une bonne note sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de me laisser un petit commentaire. Ça, vous pouvez aussi le faire sur Spotify maintenant.
Vous pouvez me manifester votre soutien sur DonorBox, c'est très simple, et aussi sur Patreon et PayPal. Cliquez sur le lien dans le texte du podcast, je compte sur vous.